Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre Soda Science, la science du labo qui fait pchit, splash, waouh. Alors, les Soda Science, c'est quoi? Ce sont des rencontres en ligne entre des élèves et les chercheurs et des spécialistes d'aujourd'hui afin d'en découvrir plus sur notre planète bleue et de répondre aux interrogations de tous les curieux. Donc aujourd'hui, principalement adressé et même majoritairement au cycle 3. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de très spécial parce que bien qu'issu du paysage montagneux de la Haute-Savoie, il est pourtant passionné par les eaux. Il y est comme un poisson dans l'eau, voire même plus fort encore. Pourquoi ça? Parce que son sport consiste à plonger dans le grand bleu et rester sous la surface de l'eau le plus longtemps possible, et ça sans respirer. Notre invité est apnéiste, et donc il va nous parler de l'apnée, qui est son sport, mais aussi sa passion. Donc écoute, Eddy, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eddy, je suis apnéiste professionnel depuis quelques années maintenant. On se demandait en fait comment ça t'est venu cette pratique de l'apnée, parce que je pense pas que c'est un métier qu'on trouve sur Pôle emploi. Je pense que c'est plus une vocation avant de devenir justement un travail avec cette pratique sportive. Donc ouais, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu d'où ça t'est venu et voilà, où est-ce que tu en es aussi. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'eau et j'allais souvent en vacances dans le sud avec mes parents. Et en fait, à force de passer du temps sous l'eau, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Et petit à petit, j'ai commencé à essayer de rester un peu plus longtemps sous l'eau, à essayer d'aller voir des choses un peu plus profondes sous l'eau. Et donc, je me suis dit à un moment donné que pour des raisons de sécurité, ça serait bien de rejoindre un club ou en tout cas de me former. Et à partir de ce moment-là, j'ai adoré en fait et je me suis plus jamais arrêté. Et j'avais une petite question peut-être un peu plus large à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde peut en faire de l'apnée et ça concerne pas seulement l'âge? Alors, il faut quand même que le médecin vous délivre un certificat médical, mais comme pour tous les sports, Mhm. il va juger si vous êtes capable de faire de l'apnée. Mais normalement, tout le monde peut faire de l'apnée. Il n'y a pas Mhm. de. Alors, ceux qui ont des problèmes cardiaques, je sais que ça peut être une contre-indication. Les femmes enceintes à partir d'un moment aussi. Mais voilà, moi, j'étais un très grand asthmatique quand j'étais petit. Et en fait, ça ne m'a pas du tout empêché de faire de l'apnée. Au contraire, Oui, donc tu es vite parti dans la compétition et justement, est-ce qu'on pourrait un peu parler de où tu en es et de peut-être ton palmarès actuel parce que depuis le moment où tu as décidé de te lancer et là justement, tu fais de la compétition, t'en es à coup, comment les records, tout ça. ouais, alors j'ai été. Donc là, je suis double champion de France et Mhm. champion de France actuel en monopalme, poids constant, profondeur. Très Donc, bien. c'est-à-dire que la discipline, il faut descendre en bas, chercher un bout de papier qu'on remonte avec une monopalme. Voilà, donc ça, c'est ma discipline de prédilection. J'ai participé aussi à des championnats du monde. J'ai fini à la 6e place. Mhm. Et là, les prochains championnats de France sont dans 2 semaines. Combien de temps peux-tu rester sous l'eau? Alors, ça dépend de la discipline. Parce que par exemple, si tu es en apnée statique, tu ne bouges pas, tu fais rien du tout. Donc, tu consommes très peu d'oxygène. Donc là, je peux rester entre 5 minutes 30 et 6 minutes. Par contre, si jamais je dois descendre en profondeur et que je dois palmer, là, j'utilise beaucoup plus d'énergie. Et par exemple, sur mon record, j'ai fait une apnée qui a duré 3 minutes 15. Avez-vous Mhm. déjà gagné une médaille d'or? Alors oui, au championnat de France. Donc une fois en 2019 et une fois l'année dernière en 2021. Et c'était dans quelle catégorie du coup Alors toujours la même catégorie, Mhm. donc en monopalme, en profondeur. Ouais. Bonjour, c'est quoi votre record d'apnée? Alors moi, j'ai fait 100 mètres en profondeur et en dynamique, j'ai fait un peu plus de 200 mètres et en statique, j'ai fait quasiment 6 minutes. Voilà, à peu près. Le dynamique, c'est comment? C'est quoi? Alors le dynamique, c'est quand on doit faire un maximum d'aller-retour sous l'eau en piscine. Ok. Et tout ça sans respirer. Tout ça sans respirer. Ouais. Donc 200 mètres, ça fait 8 bassins pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la piscine, même un peu plus, j'ai fait. Ah oui, quand même. Donc, ça veut dire, en fait, tu as parlé de monopalme, de poids constant. Donc, ça veut dire qu'il y a des catégories dans l'apnée. C'est pas juste plonger dans l'eau et rester le plus longtemps, quel que soit le milieu, que ce soit une piscine ou un lac ou une mer. Voilà, alors en compétition, il y a différentes disciplines. La discipline Mhm. la plus basique, on va dire, c'est l'apnée statique.
Donc là, ça consiste à retenir sa respiration et à ne pas bouger, à rester à la surface, mais sans bouger la tête dans l'eau. Donc ça, c'est l'apnée statique. Après, on a la même chose, mais où là, le but, ça va être de faire des allers-retours sous l'eau en piscine. Donc, on appelle ça de l'apnée dynamique. Le but, ça va être de faire la plus grande distance possible. Et ensuite, on a l'apnée profondeur, où là, le but, c'est d'essayer de descendre le plus profond possible. Dans ces apnées, dans cette discipline de profondeur, il y a des sous-disciplines, il y a différentes disciplines encore. Il y a des disciplines où on va descendre avec une machine qui va nous permettre de couler, et on va remonter avec soit un treuil, soit un ballon qu'on va remplir d'oxygène. Donc ça, c'est l'apnée no limite, ce qui nous permet en fait de... On n'a quasiment rien à faire, à part compenser les oreilles, on descend, on remonte. Après, il y a une autre discipline qui ressemble un peu, on descend avec, encore une fois, avec ce gros poids, et lorsqu'on arrive en bas, on lâche le poids, et là, on remonte à la force de la palme. Donc ça, c'est le poids variable. Et après, celui que je fais moi, c'est celui qui se pratique le plus en compétition, c'est qu'on descend avec la palme, on utilise notre énergie pour descendre et on l'utilise aussi pour remonter. Donc on ne peut pas tricher, prendre un gros poids pour faciliter la descente, le lâcher en bas et remonter sans. Donc c'est un peu plus sportif, on va dire. Et d'ailleurs, justement, oui, c'est descendre aussi bas parce qu'il me semble que maintenant, les records même en plongeant et en nageant jusqu'en bas et en remontant, ça dépasse, c'est quoi? Je crois que l'actuel, il est genre à 130 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Monopalme, c'est 130 mètres. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, monopalme, c'est quoi la différence entre monopalme et bipalme? Alors, les bipalmes, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, on a une palme à chaque pied. Ouais. Et la monopalme, on a les deux pieds qui sont collés dans une seule palme qui ressemble un petit peu à une queue de sirène. Et ce qui est intéressant avec la monopalme, c'est qu'on a un petit peu plus de puissance et ça permet aussi d'utiliser tout le corps, c'est-à-dire le haut du corps, de faire une ondulation avec le haut du corps, le bassin, et qui permet de répartir un peu l'effort, de ne pas avoir l'effort que dans les cuisses. Contrairement au bipalme, on est tout le temps en train d'utiliser les jambes. Donc ça permet de faciliter un petit peu les plongées et de descendre plus profond. Donc ce serait, donc là, par exemple, j'ai mis quelques petites images justement de toi dans l'eau. Donc, voilà, c'est donc ça le monopalme? Ça, c'est la monopalme, ouais. Voilà. D'accord, très bien. Et tiens, là, on a hop, le monsieur derrière, justement, qui te suit avec une bonbonne d'oxygène. Là, il a le bipalme, c'est ça? Alors, Sur sur l'image cette derrière tes photo-là, pieds, ouais. ouais. Ah, Alors, souvent, pour faire les photos ou pour faire des sécus sur certains endroits, on utilise des plongeurs en bouteille. Donc là, c'était plutôt pour aller avec les requins. Donc, il y avait des photographes qui étaient en bouteille. Ok. Voilà. Sinon, les sécurités se font plus avec d'autres personnes en apnée. Très bien. Et justement, ce qui m'impressionne un petit peu, c'est que bon, quand on se tient de respirer, on ne dure pas spécialement longtemps en général. Donc, comment c'est possible en fait de tenir aussi longtemps sous l'eau, sachant que déjà de base, on n'a pas d'apport d'oxygène possible. Et puis même, je pense que plonger de plus en plus profondément dans l'eau, ça augmente aussi la pression qu'on reçoit. Donc, comment c'est possible en fait? Comment tu fais? Est-ce qu'il y a un entraînement particulier ou vous êtes juste à moitié poisson? Non, on a tous en fait des capacités de mammifères marins qui sont plus ou moins enfouies en fait en nous. Et on va les redéclencher, les stimuler en fait en faisant des entraînements basiques où on a des phases où on retient sa respiration, des phases où on respire. Et en fait, à force de s'entraîner, on a le corps qui se transforme vraiment et qui peut se mettre en mode apnée. Et on a des vieux réflexes d'immersion, les mêmes en fait que les dauphins, que les mammifères marins. D'accord. Et donc, c'est pour ça que on est fait pour faire de l'apnée. Le corps est fait pour faire de l'apnée et que, en général, les gens qui commencent l'apnée progressent assez vite. On arrive à redéclencher tout ça et c'est assez impressionnant de voir comme le corps humain est fait. Ouais. Donc, ce réflexe-là, il me semble que ça s'appelle le réflexe d'immersion des mammifères, c'est ça? Voilà, Ok. le réflexe d'immersion. Et Donc, est-ce que les bébés, ils l'ont dès le début? Alors, c'est une bonne question, mais je pense que oui, c'est dans notre code génétique. Je crois on peut faire naître des bébés dans l'eau, justement, dans les piscines. Il y a des moyens de naître comme ça. Ouais. Bon, après, ils naissent, mais je pense qu'ils sortent tout de suite de l'eau. Mais... Ouais, oui, après, ouais. Ouais.
Mais je pense que si c'est fait comme il faut, on peut faire de l'apnée très jeune et si c'est bien encadré, sans aucun problème. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par le corps qui se modifie quand Alors, tu... on a donc les réflexes d'immersion, c'est tout le monde qui les a en soi. Et puis, donc, on a la température qui baisse, Mhm. on a le cœur qui baisse. Ok, Plus le cœur est bas, moins on va consommer d'énergie. Et donc, plus on va pouvoir économiser cette petite quantité d'oxygène qu'on a dans le corps. On a aussi alors, la rate qui se met à produire des globules rouges, ok. donc plus de globules rouges qui va permettre un meilleur transport d'oxygène. Ici, Et ok. voilà. Et on a aussi ce qu'on appelle une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire que comme lorsqu'on a froid, tout le sang part des membres, donc les mains, les pieds, les bras, les jambes, et le sang va venir se concentrer dans le cerveau et dans les poumons. Vu qu'il y a moins de sang dans les muscles, ils utilisent moins d'oxygène et en fait, on est aussi en mode économie. D'accord. Donc, c'est assez intéressant de voir que tout ça, avec de l'entraînement, se redéclenche en fait. Et donc, en fait, avec ces réflexes-là, c'est ça qui permet en fait d'économiser au maximum l'oxygène quand on plonge. Exactement, D'accord. exactement. Parce que Et plus on c'est... va oui. s'entraîner, plus ils seront forts, ces réflexes. Ah, très bien. Et justement, ouais, c'est un peu quelque chose que je me demande, c'est que il me semble que j'ai vu que l'apnée, c'était classé dans les sports extrêmes. Donc, il faut toujours pratiquer l'apnée avec quelqu'un, dans une structure, et avec quelqu'un de formé. C'est-à-dire que son papa, sa maman, son frère, sa sœur, ce n'est pas quelqu'un de formé pour faire une sécurité en apnée. Mais il y a très, très, très peu d'accidents en apnée encadrée, c'est-à-dire dans les Mm. clubs, voire même quasiment aucun. Donc, les seuls accidents qu'il y a, c'est des personnes qui font de l'apnée seules. Même faire de l'apnée dans une baignoire, on peut se noyer, donc il ne faut surtout pas faire ça. En piscine non plus. Et ceux qui ont envie d'essayer de faire de l'apnée, je les encourage à rejoindre un club. Mhm. Et voilà. Après, si c'est comme tout, si c'est fait comme il faut, il y a pas de risque. Il n'y a pas de risque Donc, plus qu'un autre sport. ça dépend d'un certain entraînement qui est aussi du coup dans des cadres de sécurité. Voilà, il y a des associations, il y a des clubs pro aussi qui vont vous donner les règles de sécurité à respecter. Mhm. Si ces règles sont respectées, il y a aucune raison d'avoir des problèmes ou des accidents. Et donc, par exemple, des entraînements justement pour travailler l'apnée, ça consiste en quoi? Alors, il y a différentes façons de s'entraîner. On peut s'entraîner, en fait, lorsqu'on fait une apnée, ce qui va nous donner envie de respirer, Mhm. c'est pas en fait un capteur ou une alarme qui va nous dire qu'on n'a plus d'oxygène dans le sang, mais c'est une alarme qui va nous dire qu'on a trop de CO2 dans le sang. Donc, lorsqu'on respire, on inspire de l'oxygène, les muscles travaillent, l'utilisent et recrachent du CO2. Quand on Si là, expire. quand on expire, on Ok. recrache le CO2. Si là, on part tous les deux pour une apnée, au bout d'un moment, tu vas avoir envie de respirer. Cette envie, cette alarme qui va te dire, mais respire. Ce n'est pas une alarme qui dit, attention, il n'y a plus d'oxygène dans ton sang, tu vas mourir, dans ton organisme, tu vas mourir. Mais c'est une alarme qui te dit, il y a trop de CO2. D'accord. Donc, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on apprend à travailler sur cette alarme, et c'est-à-dire cette envie de respirer, à se dire, OK, j'ai envie de respirer, j'ai du CO2 dans le sang, mais il me reste encore de l'oxygène, j'essaie de me détendre. Et plus je serai détendu, plus je pourrai rester longtemps sous l'eau. Donc ça, c'est des entraînements qu'on peut faire. Donc on fait monter le CO2, pas besoin de faire des apnées trop longues. Si par Mhm. exemple, je te Petit demande de frise. Ah, faire 20 ça vient de pompes, tu vas survenir. faire beaucoup d'efforts, tu vas créer beaucoup de CO2. Et ensuite, si je te demande de retenir ta respiration, Mhm. et si je te demande donc de retenir ta respiration, ça va être très dur. Tu ne vas pas faire une apnée longue, mais ça va être compliqué pour toi. Donc tu peux t'entraîner comme ça. Et la deuxième possibilité, c'est d'entraîner cette fois-ci le taux d'oxygène dans le sang. Donc on va faire des apnées qui sont lentes et longues et qui vont donc faire baisser notre taux d'oxygène. Et en fait, on va s'habituer petit à petit à travailler avec un taux d'oxygène qui est bas dans le sang. Et on Mhm. va pouvoir après prolonger les apnées. On a vu que c'était très important, tu nous as dit que c'était très important d'avoir de l'oxygène dans le sang et que respirer, c'est un peu à ça que ça sert. Mais bah, pourquoi alors le CO2, enfin, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de CO2 dans le sang? Et pourquoi on peut peut-être aussi en fait, le garder alors que souvent on a une alarme qui nous dit qu'il faudrait qu'on respire. C'est quoi le danger d'avoir trop de CO2? Alors, il n'y a pas de danger à ma connaissance d'avoir trop de CO2.
Ok. L'alarme est vraiment très forte. Et en fait, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est impossible de retenir sa respiration, que l'alarme de CO2 elle est en train de sonner. C'est Mhm. impossible, c'est une douleur, enfin, c'est quelque chose qui est très vif, qui est très compliqué. Donc, il faut y aller petit à petit et s'entraîner voilà, petit à petit. Ouais. Très bien. Et d'ailleurs, bah, pour ce qui est de justement entraîner à réduire cette alarme, est-ce que tu as un exemple de petit exercice à réaliser Je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner un exercice comme ça aux jeunes Ah ouais. pour qu'ils s'entraînent. Ouais. Mais Mais bah, par par exemple, contre, peut-être ce que je quel genre peux. d'exercice ce serait? Peut-être pas forcément l'expliquer, on va dire, étape par étape, mais par exemple, c'est quoi? C'est donc des exercices de respiration Alors, tu veux dire l'exercice pour faire monter le CO2? Ouais, par exemple, justement, ouais, travailler sur cette alarme. Qu'est-ce que ce Alors, pour serait? travailler sur cette alarme, on peut, par exemple, il faut d'abord faire des tests pour savoir à peu près quelle est la durée de ton apnée. Par exemple, on va partir sur une apnée statique qui est la plus simple. On partir sur une apnée statique. Si tu fais une apnée statique, par exemple, ton maximum, c'est 45 secondes. Mhm. Et ben, on va essayer de se dire, on va faire des apnées de 20 secondes seulement. Mais par contre, tu vas faire 20 secondes d'apnée, 10 secondes de récupération, 20 secondes d'apnée, 10 secondes de récupération. Et petit à petit, tu vas avoir ton CO2 qui monte et tu vas t'entraîner en fait à retenir ta respiration. D'accord. Et mais d'ailleurs, j'imagine que, enfin, de devoir gérer enfin, ces alarmes et devoir habituer son corps à un environnement qui est pas, enfin, qui est peut-être plus naturel parce que il y a quelques millions d'années, je pense qu'on était bien plus adaptés avec nos ancêtres justement à fréquenter le milieu de l'eau. Est-ce que t'as justement, je pense qu'il y a pas mal de stress quand même à pratiquer cette activité, donc faut peut-être se calmer. Donc, est-ce que par exemple, tu pratiques, je sais pas, par exemple du yoga ou quelque chose comme ça pour te Oui, préparer? alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut essayer lorsqu'on part pour faire une apnée d'être le plus Mhm. calme possible, d'avoir le cœur qui est le plus bas possible. Et pour ça, je fais des exercices de respiration alors qui sont soit tirés du yoga, soit de la sophrologie. Et ces exercices sont très, très, très intéressants à mon sens, parce qu'ils permettent de travailler dans la vie de tous les jours, ils permettent de se reconcentrer, de se calmer. Tu aurais un exemple? Ouais, bien sûr, quand on peut être énervé, je sais pas, par exemple après ses parents, quand on a quelque chose de compliqué à faire, Notez ça, les euh, enfants. quelque chose qui peut nous stresser, euh, un examen par exemple, un contrôle, un test. Donc dès qu'on sent un petit peu de stress ou d'énervement, Mhm. on peut utiliser cette technique de respiration et ça permet de se recalmer, de se redétendre et de rester lucide en fait. Voilà. Et donc faire des grandes inspirations avant de Alors, plonger. alors, il y a une méthode qui est très très simple, c'est qu'en fait, il faut essayer d'inspirer plutôt par le ventre, essayer de bien inspirer, et après, il faut essayer d'expirer le plus longtemps possible, Et donc sans on essaie avoir de sentir son ventre gonfler et de souffler le plus. exactement. Ok. Et après, on va fermer la bouche pour laisser passer un petit filet d'air, et on va essayer d'expirer longuement. Donc, par exemple, quand on inspire, on va faire je Ok, j'essaie remplis, ça aussi. va durer 2 ou 3 secondes, et Ok. ensuite, on va respirer par la bouche. Ok. Alors, au début, si vous n'avez pas l'habitude, ça va faire 4, 5, 6, 7 secondes, c'est déjà bien. Donc, 3 secondes, 2 ou 3, j'inspire, 4, 5, 6, j'expire. Et puis, Mhm. plus vous allez vous entraîner, plus vous êtes capable de vider en 30 secondes, par exemple. Et Ah ouais. en une minute, vous allez arriver à faire 2, 3 ou 4 cycles, donc inspire, expire. Et en 2 minutes, vous allez devenir très, très calme. D'accord. Excellent. Et donc ça demande un grand calme. Et j'imagine qu'aussi donc justement pour pouvoir garder ce calme, il faut aussi une énorme concentration quand tu plonges dans l'eau. Donc en étant peut-être concentré, est-ce que tu as quand même l'occasion de profiter du paysage quand tu plonges ou justement c'est vraiment aller le plus bas possible et Ouais. Alors, c'est vrai qu'on c'est plus un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'on est concentré sur soi. On fait un check sur tout le corps pour bien vérifier que toutes les parties du corps sont bien relâchées. On pense à la technique, à essayer d'avoir une belle technique qui force pas et qui est très calme, mais qui est quand même Mhm. efficace. On essaie d'avoir une belle position, d'être hydrodynamique, donc de se faire petit dans l'eau pour pouvoir bien descendre et bien glisser dans l'eau.
Et c'est très compliqué de faire tout ça et de regarder le paysage. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Des fois, je vais dans l'eau pour regarder le paysage, pour me faire plaisir, pour m'amuser. Et des fois, je vais dans l'eau pour vraiment essayer de descendre profond, d'essayer de trouver un état de relaxation maximale et de pouvoir donc descendre le plus profond possible. En fouillant un petit peu sur Internet en essayant de m'informer, j'ai vu un truc pareil d'une espèce de sensation qui avait l'air d'être vécue par pas mal d'apnéistes. C'était avec le fait que plus on plonge, plus haut, il y a de plus en plus de pression et de poids justement sur nous. L'océan, on le ressent un peu comme un câlin, enfin une espèce de pression sur le corps qui est justement plutôt agréable. Est-ce que tu as vécu un truc similaire Ouais, alors en fait, au début, on sent vraiment la pression de l'eau qui vient s'appuyer sur le corps. Et en fait, le jeu, c'est d'accepter cette pression et de juste l'accepter, se détendre, se relâcher. Et là, on a un peu ce côté, ce que tu disais, de câlin, de quelque chose de très bienveillant, en fait. Donc, C'est étonnant parce que… Ouais, non, vas-y, termine. plus on va descendre et plus on va avoir cette pression. Si on ne l'accepte pas et qu'on essaie de résister, on va se retrouver dans quelque chose de très désagréable. On peut même aussi se blesser, ou on n'arrive plus à faire les compensations des oreilles. Enfin, tout devient très compliqué. Et si on arrive au contraire à l'accepter, c'est quelque chose de super agréable. Je pense à un sentiment de plénitude. Quand je réussis une plongée profonde, quand je réussis, j'ai un moment, on va dire, entre 50 et 100 mètres où j'ai vraiment un sentiment de plénitude, de zénitude totale. Voilà, donc de bonheur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je pense Et que après, le terme plénitude, c'est comment? C'est se sentir vraiment très, très, très bien, très reposé. Comment c'est un peu la plénitude? ouais, c'est un petit peu comme si plus rien n'existait, comme s'il y avait plus de… c'est une bonne question, ça. C'est comme s'il y avait plus de problèmes, plus de… c'est juste être dans le moment présent et puis Ouais. se sentir vivant, se sentir bien, se sentir… Je pense qu'il faut le vivre, il faut le vivre, ouais. Ouais, Et après, je pense que des sensations vraiment bien particulières d'être vraiment profond dans l'eau et genre ouais, enveloppé c'est quelque dans chose ça. d'incroyable, d'assez inexplicable, ouais. 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 Il faut essayer de le vivre pour le voir, justement. Et après, le sentiment aussi à la fin d'une plongée qui est dure, parce que c'est quand même des plongées après sur la remontée qui sont dures. Et c'est vrai que le sentiment d'avoir réussi, parce que c'est souvent beaucoup, beaucoup de travail pour gagner quelques petits mètres à la fin de saison. Et là, c'est surtout du bonheur et puis beaucoup de bonheur. Ouais. Donc, c'est d'être heureux d'avoir travaillé et puis d'avoir réussi à mettre des choses en place pour progresser sur soi. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette compensation des oreilles? Alors, donc en fait, quand on va descendre sous l'eau, on va avoir une loi qui fait, une loi scientifique, qui fait qu'on va avoir le volume d'air qui va diminuer. Donc plus je descends, plus le volume d'air diminue. Et en fait, les volumes d'air qu'on a chez nous, c'est dans les sinus et dans les oreilles. Ok. Les Et vu sinus, c'est le nez, tout ça. voilà, tout ce qui est Ok. ici derrière, et ça relie en fait, et ça va jusqu'à notre oreille. Donc on a un volume ici à l'intérieur qui se réduit. Et vu que le volume se réduit, on n'a pas notre crâne qui va pouvoir s'écraser. Donc en fait, on a nos deux tympans qui vont être aspirés comme ça, du fait que le volume à l'intérieur se réduit. Ah oui. Voilà, donc nos tympans sont aspirés. Et si on ne fait rien, au bout d'un moment, ils peuvent se déchirer. Donc il faut reprendre de l'air qu'on a dans la bouche et la souffler dans le nez, boucher le nez, et là, ça va repartir jusque dans les oreilles. Ça fait un petit ploc, donc les tympans viennent se serrer comme ça, parce que l'air diminue. Nous, on va pousser, ça fait ploc, les oreilles reviennent, on peut continuer à descendre. On va redescendre, ça refait, poc, poc. Et, Et donc, à chaque fois qu'on descend, il faut compenser les oreilles.
Et donc, si on ne fait pas cette compensation, on risque de devenir sourd à cause de l'apnée. Enfin, si on ne fait pas ce Alors, travail-là de compensation au fond de l'eau. ouais, le tympan peut se percer Hmm. et il peut même se déchirer aussi. Ok, Donc après, voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi quand on va dans une structure qui nous explique tout ça. Ça nous apprend à bien tout faire comme il faut pour pas se blesser, justement. Alors, le tympan ne va pas se percer d'un coup. D'abord, on va sentir qu'il se rentre. Ensuite, on peut sentir peut-être une petite douleur et ensuite, il va se percer. Donc, nous, on apprend, c'est que dès qu'on sent que le tympan rentre, il faut le compenser. Si on sent que ça ne compense pas, on fait demi-tour, on s'arrête et on remonte. d'accord. Ouais, pour pas justement que ça devienne dangereux. Voilà, ouais, ouais. D'accord. Et donc, tous ces terres-là, l'air que tu inspires avant de plonger, il va pas servir en fait qu'à nourrir, on va dire, à approvisionner tes muscles en oxygène. Ça va être donc aussi pour régler ce problème de pression. Exactement. On utilise cet air et puis on va le pousser tout doucement dans les oreilles. Ouais. Mhm. Alors, en compétition, pour valider la performance, on doit montrer que tout va bien et qu'on est intègre. Donc, on doit faire un protocole. Et ce protocole, c'est qu'on doit enlever tout ce qu'on a sur le visage, c'est-à-dire le pince-nez, le masque, tout ce qu'on peut avoir, on doit l'enlever. Ensuite, on doit regarder le juge. On doit lui faire le signe comme ça qui veut dire que tout va bien. Et on doit lui dire I am OK. Et on a 15 secondes pour faire ce protocole. Pour D'accord. faire ça et dire ah mais ok. Si on est un petit peu perdu, qu'on est un peu fatigué, qu'on a du mal à respirer, que ça dépasse les 15 secondes, la plongée n'est pas validée. Si on ne le fait pas dans le bon sens, si on fait le signe qu'on enlève après, c'est pas validé non plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Si on ne dit pas comme il faut, c'est pas validé. Voilà. Ah, c'est Ça très permet de. rigoureux. Ouais. Oui, c'est très rigoureux. Ça permet en fait aussi de laisser une petite marge de sécurité pour que les athlètes ne soient pas juste capables de sortir et de s'accrocher, mais qu'ils soient capables aussi d'être en bonne forme physique et mentale. Ouais, et de montrer qu'ils sont en maîtrise totale Exactement, de leur exactement. plongée. De montrer Ok. qu'ils maîtrisent leur plongée et qu'ils ne font pas n'importe quoi, qu'ils ne font pas encourir de risques pour eux ou Hmm. pour les autres. J'ai essayé plusieurs types de. Alors, ce n'est pas des régimes où je mange moins pour maigrir, mais j'ai essayé d'enlever quelques aliments pour voir si ça pouvait m'aider. Et voilà, c'est assez dur de dire, mais en tout cas, j'essaie d'éviter au maximum les sucres ajoutés, c'est-à-dire tout ce qui est gâteau. Enfin, les seuls sucres que je mange, j'essaie de manger des fruits plutôt. Après, j'essaie de manger moins de viande aussi. C'est vrai que la viande rouge, c'est plus long à digérer, ça fatigue aussi. Et quand je mange des glucides, des sucres lents, c'est-à-dire tout ce qui est pâtes, pain, riz, blé, j'essaye d'en manger un petit peu moins parce que ça fatigue. Et manger un gros plat de pâtes ou des céréales plein de sucre le matin, mais c'est dur de s'entraîner après et d'être performant. Qu'est-ce que tu ambitionnes qu'est-ce que tu comptes faire plus tard tes projets justement par rapport à l'apnée? Parce qu'il me semble par exemple que tu es semi-pro. Donc j'aimerais bien savoir ce que ça signifie. Alors, ça signifie que malheureusement, je ne peux pas encore utiliser tout mon temps et mon énergie pour m'entraîner, Mhm. que je suis obligé encore de travailler à côté. Voilà ce que ça signifie semi-pro. Après, mes objectifs, c'est les derniers championnats du monde, j'ai terminé à la 6e place. Et voilà, je sais que si je continue à m'entraîner sérieusement, si j'arrive à m'entraîner un peu plus et Mhm. sérieusement, je pense que je peux atteindre les 3 premières places du podium. À Ah oui, court quand même. terme, ouais, j'espère, c'est pour ça que je m'entraîne. Ouais, ouais. Donc À dans court le terme et à monde, moyen long terme, pourquoi pas aller chercher une médaille d'or. donc top 3 mondial et à la fois, enfin, mais du coup dans une certaine catégorie. Voilà, donc on avait dit il y a Ouais. plusieurs types d'apnée, il y a plusieurs catégories. Donc moi, c'est en poids constant monopalme. Voilà, dans Ok, cette catégorie-là. Ouais. donc Alors celle-là, c'est la remontée. ouais. Donc là, en fait, les accidents d'apnée, s'ils arrivent en compétition, on dépasse un petit peu les limites, donc ça peut arriver un peu plus.
99% des accidents se passent dans les 10 derniers mètres, parce que c'est là où on n'a plus d'oxygène. D'accord. Donc, vu qu'on a compris ça, on a mis en place un système où des plongeurs en apnée descendent à 20 mètres, viennent nous rejoindre et nous attendre. Et quand on arrive à 20 mètres, ils nous rejoignent, ils remontent avec nous, nous suivent pendant cette dernière partie. Donc, c'est les deux personnes qui sont en jaune et elles remontent avec moi. Si jamais je perds conscience, si jamais il y a un problème, elles m'attrapent et elles me remontent jusqu'en haut. D'accord. Et en plus, j'imagine qu'ils peuvent te donner de l'oxygène vu qu'ils ont de quoi sur Alors eux. non, S'il faut... Ah non, il non, faut pas. non, Ok. c'est interdit. Et en plus de ça, il ne faut jamais respirer d'oxygène sous l'eau parce qu'on a donc nos poumons, comme je disais tout à l'heure, avec cette loi de Boyle, où les poumons se réduisent comme ça. Et si en fait je suis en bas et que je remplis, je respire de l'air, ça va faire ça. Et quand je vais remonter, ça va grossir et mes poumons, ils peuvent exploser tout simplement. D'accord. Donc, il ne faut jamais respirer d'air d'un plongeur bouteille sous l'eau. C'est très, très dangereux. Ça fait partie aussi des premières choses qu'on apprend quand on veut faire de l'apnée en profondeur. Pourquoi je le ferais, sinon je l'aurais fait. Donc, merci de cette petite précision. Et d'ailleurs, justement, en parlant de cette loi de Boyle, sur le passeport, il y avait cette petite expérience qu'on avait proposée, donc du Ludion. Donc, on va pouvoir, si vous voulez, pendant le temps d'échange qui arrivera bientôt, revenir sur cela. Et aussi, si vous l'avez réalisé, donc là, je m'adresse aux classes. Si vous l'avez réalisé, si vous avez des questions, là, justement, on va pouvoir un peu en discuter. Donc, j'ai un exemple d'un Ludion qu'on a réalisé. Donc, justement, ce qui se passe, c'est que là, on a une bouteille d'eau avec à l'intérieur un petit, un petit bout de stylo avec des petits poids, des trombones pour le rendre un peu plus lourd. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'en fait, j'arrive à le déplacer. Hop, sur ma volonté. Là, hop, je le fais monter et là, je le fais descendre. Donc, la question, ça va être comment je fais? Tout simplement, j'appuie dessus. Et justement, en fait, en appuyant, je fais de la pression sur cette bouteille et donc je fais de la pression sur l'eau. Mais l'eau, en fait, c'est pas compressible. Donc c'est pour ça que quand on regarde, on voit. D'ailleurs, oh, j'ai enlevé ma tête, ça fait un peu bizarre. On voit que l'air, je ne sais pas si vous voyez, quand si j'appuie, il réduit dans le petit bouchon. Donc, est-ce que c'est ça qui se passe avec les poumons? Quand tu parles de cette réduction des poumons, plus on plonge, c'est à peu près ce même phénomène? Exactement, ouais, exactement. Sauf que la pression, on la fait pas en appuyant, mais c'est plutôt en descendant. Plus on descend, plus il y a de pression. Voilà, on va prendre 1 bar tous les 10 mètres. Donc, 1 bar, c'est la pression qu'on ressent quand on est au bord de la mer, sur notre corps. Et tous les 10 mètres, on va avoir plus 1 bar. Oui, donc en fait, c'est ça. En fait, c'est vu qu'on va de plus en plus profond, et la quantité d'eau qui est au-dessus de nous, elle va nous peser de plus en plus, vu qu'on va de plus en plus bas. Exactement. Ok. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a 50 ans, les scientifiques pensaient que l'être humain ne pouvait pas descendre parce qu'en fait, il y a une telle pression que la cage thoracique, elle allait être écrasée et qu'on allait exploser. Parce que 11 bars, par exemple 100 mètres, c'est 11 bars. Et je crois que 11 bars, ça correspond à un simir-mort qui passe sur ta cage thoracique, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et en fait, on a un réflexe de mammifère marin que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est le réflexe, on a le sang qui part des extrémités. Et en fait, au bout d'un moment, il va venir remplir les alvéoles, les capillaires sanguins qui sont autour des alvéoles. Et ils vont rigidifier la cage thoracique. Et c'est quoi les alvéoles? Alors, les alvéoles, c'est ce qui est tout au bout des bronches et des bronchioles. C'est là, en fait, où l'air arrive au bout de nos poumons et où il va passer, en fait, à travers ces alvéoles. C'est là où il va passer dans le sang. Ah, donc c'est là que se fait l'échange gazeux. Ah, ok. Donc, c'est ce qui permet, en fait, c'est des petites parties dans les poumons où, justement, quand l'air vient, l'oxygène qui est contenu dans l'air permet d'aller dans le sang, peut aller dans le sang. Exactement. Donc, en fait, quand on inspire à fond, c'est ces petites alvéoles-là qui font que, hop, on meurt pas sans oxygène. Enfin, on a d'oxygène. Exactement. C'est ça qui transfère l'oxygène dans le sang. Okay. Voilà. Et ces petites bulles comme ça où l'oxygène passe, il y a beaucoup de petits capillaires, de petits vaisseaux sanguins. Et en fait, lorsqu'on plonge en profondeur ou qu'on a des bons réflexes d'immersion, tout le sang de notre corps va venir se mettre dans ces vaisseaux et ça rigidifie la cage thoracique. Et du coup, on peut descendre sans que notre corps soit complètement aplati
comme une crêpe. Ok. Et ça, ils ont mis longtemps à comprendre et je trouve que c'est assez incroyable de voir que notre corps est capable de faire ça. Ça veut dire qu'on a ce réflexe en fait depuis toujours. Ouais, qu'on est quand même capable en fait d'évoluer dans un milieu aquatique, quoi. Exactement. C'est le même que pour les dauphins ou enfin, tous les autres mammifères marins. Ah oui? Oui, d'accord. Ok, donc on a quand même une proximité Ouais, ouais. d'évolution avec ces animaux. Ok, excellent. Bah d'ailleurs, en parlant Ils ont des de poumons, hein, d'autres. Hmm. les mammifères marins ont des poumons. Ah oui. Mais d'ailleurs, en parlant d'animaux et tout, t'en as rencontré toi par exemple quand tu fais de l'apnée? Ouais, on voit. Alors, ça dépend où, mais c'est vrai on voit régulièrement des animaux. Alors, les plus belles plongées que j'ai faites, c'était avec des requins. Ok. Donc Donc, ça, c'est c'était assez sympa. Et après, on voit toutes sortes de petits poissons. On peut voir, ça dépend où on va. En mer Rouge, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. En mer Méditerranée, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, pourquoi c'était préféré les requins? Bon, c'est ce qu'il y a de plus majestueux sous l'eau. C'est quand même Ah. impressionnant de voir un animal de cette taille se déplacer comme ça à côté. Ouais, c'est incroyable. J'ai plongé aussi avec les dauphins. C'était aussi une super expérience. Ouais. Comment vous faites pour pas vous faire attaquer, par exemple, par des requins ou des animaux? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des animaux, ils ont peur de l'être humain. Donc, la plupart des animaux, quand on va à leur rencontre, ils ont plutôt tendance à partir plutôt qu'à venir. Et après, en ce qui concerne les requins, il faut plonger avec des personnes qui connaissent l'endroit, qui connaissent les requins. Et il faut plonger à certaines heures, il faut éviter d'autres heures. Il faut plonger à certains endroits, éviter d'autres endroits. Et contrairement à ce qu'on pense, par exemple, les requins ne sont pas des animaux qui sont dangereux. Si on connaît leur comportement, si on connaît l'endroit où on va, y a pas de problème en fait. Mais c'est toujours pareil, il faut bien connaître l'endroit et le comportement des animaux pour le faire en toute sécurité. Peut-être la petite anecdote que j'ai eue qui est très marrant. Alors, j'arrive pas à répondre à cette question. Non, j'ai pas vraiment communiqué qu'un animal. Par contre, j'ai une anecdote qui est assez marrante. En fait, il y a des petits poissons qui aiment bien se coller aux gros poissons. Et en fait, ils échappent à leurs prédateurs en étant toujours collés à un poisson plus gros qu'eux, en fait. Et parfois, ça arrive quand on est avec le bateau et qu'on plonge en profondeur, que ces petits poissons viennent se coller au bateau ou se coller à la bouée sur laquelle on est, et ils restent en fait sous cette bouée. Et quand il voit quand le poisson a vu que je partais, en fait, il m'a suivi, il est venu se coller à moi, et il a fait toute la plongée avec moi, il était juste à côté de moi, et il est descendu, j'ai fait une plongée sur 70 mètres, il est descendu, il est remonté, et au début, je dis, mais c'est pas possible. Je me suis dit, j'ai halluciné, ou il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas possible. En fait, la personne qui a fait la sécu m'a dit, si, on l'a vu partir avec toi, on l'a vu remonter avec toi. Ah ouais, c'est Donc, excellent. c'était assez incroyable de voir un tout petit poisson comme ça qui m'a suivi jusqu'à 70 mètres et qui est remonté. Alors, oui, j'ai déjà vu des baleines. Elles passaient, en fait, tout doucement en nageant comme ça. Et c'était impressionnant parce qu'elles nageaient tout doucement, mais malgré tout, elles sont passées à une allure incroyable. Donc, je les ai juste vues passer et repartir. Alors, c'était pas des baleines, c'était des cachalots, pardon. C'est pas exactement pareil. Ah oui, est-ce que c'est ceux qui ont une tête un peu carrée vers l'avant Ouais, alors c'était même des globicéphales, je crois. Ouais, elles ont le bout qui est un peu arrondi comme ça. Bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce que vous avez déjà vu des tortues de mer et des hippocampes? Oui, j'ai déjà vu, ouais. Alors les tortues, j'en ai vu en Indonésie, des grosses et des un peu plus petites. Et les hippocampes, j'en ai vu une fois en Thaïlande et aussi dans les Canaries. Pour l'anecdote, les tortues, c'est assez sympa parce que plus elles sont grosses en général et plus elles sont sympas et plus elles se laissent approcher. Et plus elles sont petites et plus elles sont dynamiques et plus elles fuient et plus elles s'en vont. Ah, parce Donc que c'est sympa de voir une grosse tortue parce je me suis déjà approché à 10 cm d'elle pendant qu'elle était en train de manger du corail. Et c'était assez sympa. Et puis même de voir
d'entendre le bruit quand elles mangent. C'est Ah assez ouais? marrant. Sous l'eau, t'entends Ah ouais, Ah elle ouais, c'est croque fou. le corail, ça fait un bruit de céréales, comme si on mangeait des céréales le matin. Excellent. Malheureusement, en Méditerranée, il y a eu beaucoup de surpêche. Il y a eu beaucoup Ah. de. Voilà, donc ouais, il y a eu beaucoup de surpêche. Il y a de moins en moins de poissons dans la Méditerranée, en tout cas de gros poissons. Mhm. Jusqu'à il y a très peu de temps, je crois on avait le droit de pêcher, de commercialiser du requin qui venait de la mer Méditerranée. Ah oui, Et voilà, ok. voilà. Et puis maintenant, il y en a quasiment. Alors, je crois il y en a encore, hein, mais je pourrais pas dire combien, mais en tout cas, je sais que ça a énormément baissé. Ouais. Donc, à cause de la surpêche. Et malheureusement, il est en train de se passer la même chose partout, dans tous les océans. Donc, ça, c'est un peu triste. Alors, souvent, les endroits où on plonge, c'est des endroits qui sont assez préservés. Mais oui, c'est sûr que si ça continue comme ça ça peut être compliqué. Je pense surtout à des endroits, par exemple comme Bali, où je suis déjà allé, où c'est vrai que c'est compliqué d'éviter les sacs plastiques quand on fait une plongée, c'est pas très agréable, quoi. Ouais, Donc il y a moi, vraiment des. ça m'est Vas-y, jamais vas-y. arrivé personnellement, mais j'espère qu'on va arrêter de faire toutes ces pollutions. Mais si on n'arrête pas, malheureusement, ça risque oui, Ah, j'espère de aussi. gêner un peu tout le monde. Mais surtout plus les poissons que moi, quand même, hein. Alors oui, et j'organise aussi des week-ends où on peut plonger sous la glace. Et oui, j'ai déjà plongé sous la glace. C'est vraiment, c'est génial. C'est un autre univers. C'est quelque chose de magnifique. C'est très calme aussi dans les lacs et sous la glace. En mer, ça bouge toujours. Il y a Ah, toujours un petit peu de houle, de vagues. Donc ça fait très vivant comme endroit. C'est voilà. Et en lac et surtout sous glace, c'est paisible, comme si tout était au ralenti. C'est magnifique, ouais. Ouais, c'est quelque chose de super. Si un jour vous j'imagine pouvez le que faire, la c'est lumière, vraiment exceptionnel. la lumière, elle doit genre se diffuser différemment parce que donc Voilà. il y a pas il y a pas directement le soleil, non, c'est Ouais. comme. C'est un peu plus sombre, c'est plus Ouais. froid, c'est une atmosphère qui est très impressionnante et qui est très spéciale et très grisante. Ah, super. Oui, alors quelques-unes. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive à être un peu à l'aise sous l'eau, c'est très intéressant et impressionnant d'aller voir des épaves et de pouvoir les visiter comme ça. Donc ouais, c'est une partie de l'apnée qui est plutôt récréative, on va dire, pour moi, et qui est super sympa et super fun. C'est vrai que c'est carrément cool ça parce qu'en fait, ça veut dire que toute ta pratique, là, tu peux l'utiliser vraiment aussi dans un but de loisir ou qui est te donner plus de temps pour aller justement observer une épave. Ouais, D'ailleurs, ouais, et puis dans Annecy, il n'y a pas justement une épave au fond de l'eau. Après, je ne sais pas si elle est très atteignable parce que je pense que ouais, les fonds du lac d'Annecy ouais. sont un peu. D'ailleurs, Alors, juste pour la mise en géographique, Annecy, c'est un peu ton lieu de jeunesse, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça ouais, pour les petites écoles. Donc, ouais. c'est justement la Haute-Savoie, donc vers les montagnes, il y a un lac, le lac d'Annecy. Voilà. Oui, il y a une épave qui est coulée à 40 mètres de profondeur, donc c'est pas facile d'y accéder, mais de temps en temps, j'y suis allé une ou deux fois, c'est assez sympa, ouais. Ah ouais, donc tu l'as Et en fait, ouais. apnée, ouais. En apnée, c'est aussi plus sympa pour rentrer dans les épaves. Il y a pas de bouteilles, il n'y a pas de choses comme ça, et c'est plus facile, on est plus agile, on peut se faufiler un peu plus dans l'épave, donc c'est aussi sympa, ouais. D'ailleurs, en compétition, vous avez du coup des endroits particuliers pour aller plonger ou justement des endroits qui sont peut-être favorables à la pratique de l'apnée. Donc, peut-être pas la Méditerranée, du coup. Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est pas évident pour la profondeur. Il faut des endroits où il n'y a pas trop de courant. Mhm. Il faut des endroits où il n'y a pas trop de bateaux qui passent. Il faut des endroits où l'eau soit quand même relativement chaude ou en tout cas pas trop froide.
et il faut que ce soit protégé des vents, des vagues. Donc, voilà, avoir tous ces paramètres réunis dans un seul endroit, c'est pas évident. Donc, il y a des endroits qui sont assez sympas. Il y a le sud de la France, il y a en Corse, là où j'étais, Mhm. il y a quelques temps, enfin même hier. Et voilà, et après, il y a en Méditerranée, il y a aussi en Grèce. Enfin, il y a pas mal d'endroits, mais c'est pas si évident que ça de trouver des super endroits pour plonger. Mhm. Il me semble qu'il y a un endroit où c'est un espèce d'énorme trou dans la mer, justement, où c'est un endroit qui est vachement apprécié. C'est quoi cet Ouais. endroit? Alors, il y en a plusieurs. On Ouais. appelle ça des blue holes. En fait, c'est des. Alors, je Ok. ne connais pas le terme scientifique, mais c'est des espèces d'effondrements en fait, de poches de gaz à certains endroits Mhm. qui se sont effondrés. Puis ça fait comme un gros puits dans la mer. Et donc, il y en a un à Dahab, par exemple, en Égypte. Il y en a un autre, il me semble que c'est aux Caraïbes, c'est aux Bahamas. Ouais. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est l'endroit parfait pour plonger parce qu'il y a pas de courant. C'est comme une grande piscine naturelle, en fait. Et puis ça, c'est assez génial de plonger dedans. Ouais. Ah, ça doit être impressionnant. Vraiment s'enfoncer dans un énorme trou. Déjà, je crois, j'imagine que en plus, plus tu plonges, moins il y a de lumière. Donc, dans l'eau, Alors, si tu vas vraiment profond. ouais, ça dépend où. Si c'est vraiment un Mhm. tube qui est très fermé, effectivement. Mhm. Celui d'Égypte, il est fermé à un endroit, il est réouvert à un autre endroit, donc ça va. C'est pas trop profond. C'est pas trop sombre, pardon. Mais ouais, puis ça dépend aussi de la couche de plancton qu'il y a à la surface et dans les Ah, premiers mètres. Donc certains, des fois, même un même endroit, on peut avoir vraiment beaucoup de lumière jusqu'au fond. Et puis un mhm. autre jour où il y a plus de plancton, ou s'il se met à pleuvoir, par exemple, ce genre de choses. Du coup, ça fait un espèce de voile, et puis là, ça devient très sombre. Ah ouais. Par exemple, tu as passé la barre des 100 mètres de profondeur Ouais. en plongeant. Et à ce niveau-là, il y a quelque chose. Bah, ouais, c'est ça. Tu vois quand même une vraie différence par rapport à la surface. Non, pas forcément. Enfin, oui, c'est un Ok. peu plus sombre, mais encore une Mhm. fois, ouais, ça dépend des endroits, ça dépend de pas mal de choses. Mais le bleu peut être comme à 30 mètres, comme à 100 mètres. Ça peut être exactement la Ok. même chose. Ouais, Ouais. j'ai vraiment une image Non, ouais, que ça peut être vraiment, enfin, directement à 100 mètres. Pour moi, c'est déjà les abysses. Donc, ouais. Non, pas forcément. Ça dépend des ok. endroits. En lac, par exemple, 50 mètres, c'est nuit noire dans tous les lacs. Alors, l'image mystère, c'était celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on avait dit, par exemple, sur celle-là, tu étais en montée. Et donc, sur elle, tu es en descente. Donc là, par exemple, tu as un espèce de filin. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Pourquoi tu as besoin d'un filin pour descendre? Alors, on a un filin pour des raisons de sécurité, pour être sûr de ne Mhm. pas se perdre. Et en fait, on est tout le temps accroché à ce filin, à ce câble, ce qui fait que si jamais il y a un problème, on peut toujours tirer le câble et remonter la personne. D'accord. Donc, tu es accroché. J'ai l'impression de voir ouais, un petit mousqueton, comme à Ouais, l'escalade. ouais, exactement. Je peux vous le montrer tout de Mhm. suite. Donc, en fait, on a un scratch, hop, comme ceci, qu'on vient mettre autour du poignet. Ok. Donc, je vais vers là. Ah Voilà, oui, d'ailleurs, on voit le petit fil là. voilà, ici. Mhm. Et en fait, je suis attaché avec ce câble, avec un mousqueton. Et avant de plonger, j'attache le mousqueton sur le câble. Quand on arrive tout en bas, il y a une balle en fait qui nous arrête. Donc il y a le câble ici, la balle comme ça, et quand on descend, ça nous arrête, on ne peut pas aller plus profond. Mhm. Et donc là, à ce moment-là, on prend la plaquette qu'il faut remonter et on remonte. Très Si bien. jamais il y a un problème, ils peuvent toujours tirer, remonter, et en nous remontant, ça va nous attraper et ça nous remonte jusqu'à la surface. Ok. Donc, ouais, donc là, c'est vraiment une question de sécurité pour pas dériver. Voilà, et puis pas se perdre aussi sous l'eau pour bien être capable de descendre droit. J'imagine que oui, au bout d'un moment, voir le haut du bas, ça va être compliqué, surtout dans des zones plutôt obscures, justement. Je sais pas si tu arrives, toi, par exemple, à distinguer enfin, où est la surface exactement. Oui, on voit toujours quand même la lumière, on Un voit peu? toujours. Ok. Ouais, ouais, ouais. Quand vous êtes en incliné très loin et que vous êtes accroché à l'hameçon et que vous avez plus d'énergie, comment vous faites pour demander, pour dire j'ai plus d'énergie, il faut me remonter? Ça m'est jamais arrivé. En fait, on calcule toujours, avant de descendre, on doit toujours calculer la remontée. C'est comme si tu pars faire une randonnée en montagne. Quand tu vas faire ta randonnée, tu vas monter, mais tu vas toujours penser au fait que tu dois à un moment donné redescendre.
Donc, si tu n'as plus d'eau ou tu es fatigué, tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu vas revenir. Donc, c'est rare. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, on peut faire un signe qui est un signe qui existe aussi pour la plongée bouteille, c'est de faire comme ça, c'est-à-dire j'ai plus d'air ou ça va pas bien. Et à ce moment-là, les personnes de la sécurité peuvent te remonter. Est-ce qu'avant de plonger, on choisit la profondeur jusqu'à laquelle on va aller? Parce qu'il me semble que tu as parlé sur le filin, il y a une petite boule qui permet d'arrêter à une certaine distance Ouais, avec justement le mousqueton. C'est déjà choisi, c'est pas tu te mets exactement. à descendre et puis au bout d'un moment, quand t'en peux plus, tu remontes. Non, c'est prévu. Ouais, exactement. On doit annoncer la profondeur à laquelle on veut aller. Et il y a un stop, il y a quelque chose qui nous arrête à cette profondeur. Parce Ok. qu'ils se sont aperçus que des fois, les gens descendaient, les athlètes descendaient, puis ils se rendaient compte qu'ils se sentaient bien, donc ils descendaient plus profond. Et puis en fait, ils ne calculaient pas le temps pour remonter. C'est là qu'il y avait beaucoup d'accidents. Donc maintenant, Hmm. on doit faire une annonce. Et aussi maintenant, ils vérifient que cette annonce a été faite auparavant à l'entraînement. Ok. Voilà, et on a le droit de rajouter 5 mètres de plus pendant la compétition, mais on n'a pas le droit de sortir quelque chose de complètement farfelu qui en fait ferait prendre des risques à l'athlète, mais aussi aux personnes qui font la sécurité et à tout le monde. Hmm. Est-ce que vous respectez les paliers de décompression? Ah oui. Alors en apnée, on n'a pas de palier de décompression justement. Les paliers de décompression, ils sont causés par le fait que tu respires de l'air sous pression, sous l'eau, dans un détendeur. Donc ça t'oblige à faire des paliers de décompression. Mais en apnée, on n'est pas obligé de faire ça. On utilise l'air de la surface, on le garde et on le recrache quand on ressort. Donc pas besoin de faire tout ce genre de choses. C'est aussi un des avantages de l'apnée par rapport à la plongée bouteille. J'ai entendu le mot détendeur. Qu'est-ce que c'est? Le détendeur, c'est le morceau en caoutchouc qu'on met dans la bouche et dans lequel on Hmm. respire en plongée bouteille. Ah d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres objets en lien avec cette image mystère, par exemple? Ouais, alors j'ai un pince-nez. Ok. Donc on vient mettre son nez dedans et hop, on vient serrer. Donc ça évite de mettre ses doigts à chaque fois pour avoir à pousser l'air, comme je disais. Donc Hmm. pour compenser, c'est comme si on voulait se moucher. On souffle par le nez, on serre. Vu qu'on serre, l'air, elle arrive, elle s'arrête là, elle repart dans les sinus et elle vient compenser. Donc pour avoir les mains libres et disponibles, on utilise un pince-nez qu'on met. Et du coup, on n'a plus besoin de venir utiliser ses mains. Ok. C'est beaucoup plus pratique. Très bien. Et puis, j'imagine J'en avais un que… autre. Ouais, tu en as un autre, c'est ça? C'est pour se tester, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Alors, en fait, c'est du plomb, hein. C'est un Mhm. poids qui est fait en forme de collier qu'on vient mettre autour du cou. Mhm. Parce que, donc, comme tu le disais, on utilise des combinaisons pour pas avoir trop froid. Et en fait, ces combinaisons nous font flotter. Et aussi, lorsqu'on prend beaucoup d'air pour partir, Ouais, ça on devient a plus nos poumons difficile de qui sont plonger. remplis d'air et donc c'est Ah ouais. très dur de descendre. Donc on se met un petit peu de poids pour se faciliter la descente. Voilà, et Ok. on le met autour du cou, c'est plus pratique sous l'eau en fait, ça permet de bien diriger dans le moment de chute libre. Parce qu'à un Ah moment, en bah fait, oui. on chute, on fait plus rien, on coule et c'est assez agréable. Ouais. Et, ah tiens, est-ce que tu pourrais refaire le pince-nez parce que j'avais mon partage d'écran. Ouais, Ça, il a peut-être pas été très précisément, surtout que c'est un petit objet. Donc, ok. donc voilà, on met son nez ici et on vient serrer. Là, Ah, on entend les cliquetis en plus. ouais, Ça bloque tout seul. Ok. voilà. Donc ça, Et, c'est quand on veut commencer à descendre un peu plus profond, c'est assez agréable, c'est assez utile. Et d'ailleurs, pour ce qui est des lunettes de plongée, est-ce que tu as les lunettes basiques de piscine comme ça ou c'est des trucs un peu plus particuliers pour aller dans les Alors, profondeurs ouais, alors non, surtout pas. Parce qu'en fait, ces petites lunettes, tu vas avoir un Ouais, volume d'air ici qui va être emprisonné. ouais. Et quand tu vas descendre, ce volume d'air, il va rapetissir. Ah, donc, comme le Ludion. Exactement. Toujours cette loi de Boyle, en fait, on a l'air qui va rapetissir. Et vu que l'air va rapetissir, ton œil va être aspiré dans la lunette. C'est horrible. C'est horrible, ouais. Ça peut te faire très mal. Alors, ça ne va pas sortir d'un coup, mais ça va d'abord te faire mal aux Ouais. yeux. Et si tu forces, oui, tu peux te faire très, très mal. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le masque. Le masque, il te permet de souffler l'air jusque dans tes yeux.
Ah, Donc, quand le volume réduit avec ton nez, tu souffles un petit peu et hop, ça reprend son volume normal. donc c'est soit tu as le masque qui bloque le nez, soit tu as donc le truc, justement le pince-nez et les lunettes. C'est soit l'un soit Alors, l'autre, non? soit tu utilises un masque, Ouais. soit tu utilises des lunettes comme toi, mais tu dois les remplir d'eau pour pas Ah, qu'il y ok. ait d'air en fait. Hmm. On Parce que voit pas justement, très bien. l'eau se comprime pas avec la Exactement, profondeur. exactement. Mais bah, déjà, merci beaucoup, Eddy, pour ce temps de présentation et d'échange, enfin de Ouais, discussion. merci à vous pour l'invitation. Ouais. Eh ben, j'étais content de discuter avec vous, de répondre à vos questions. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez pratiquer l'apnée, que si vous êtes intéressé par ça, il faut jamais le faire seul, même dans une baignoire, même dans une piscine, même avec quelqu'un qui est à côté. Donc, il faut essayer de rejoindre un club de natation, d'apnée pour pratiquer. Puis ouais, franchement, ouais, merci encore. Voilà. Merci à Donc, vous. Salut. voilà, donc merci encore à ceux qui sont là, et Henri Matisse, René Cadou et l'école Briseux. Bonne fin de journée.